Bonjour, aujourd'hui nous présentons Envision SysML version 1.6. C'est un nouvel atelier de conception de systèmes orientés objets qui offre, en plus des fonctionnalités classiques SysML OMJ 1.6, des outils spécifiques pour organiser et faciliter le travail en équipe sur des projets importants. Ce sont ces outils collaboratifs que nous allons étudier principalement dans cette vidéo. Nous assumerons que le langage SysML est maîtrisé. Maintenant, regardons le contenu de cette séquence. Les ingénieurs de développement ont, en fonction de leur rôle dans l'équipe projet, des objectifs et des besoins spécifiques que nous allons adresser à partir d'un tour d'horizon des vues SysML 1.6 sur un exemple. Nous commencerons par un scénario de modification sans risque pour l'état en cours du projet en utilisant un bac à sable. Ensuite, nous tracerons l'impact de ces changements et approuverons ou non les modifications en mode collaboratif. Suite à ces modifications, nous déciderons de faire une baseline, soit pour créer une version, une variante, une nouvelle ligne de base pour démarrer un nouveau projet ou simplement pour revenir à un état précédent. Nous aborderons la gestion d'événements et des rappels qui nous aideront à prendre des décisions suite à l'arrivée d'événements divers durant le cycle de développement. Nous analyserons et effectuerons des modifications de données à la volée depuis des tableaux de bord interactifs. C'est plus efficace que graphiquement. Enfin, nous publierons des rapports vers Word complets et à jour. Précisons que toute l'information est enregistrée dans une base de données pérenne et sécurisée SQL Server de Microsoft, installée sur vos serveurs ou sur le cloud. Mais entrons dans le vif du sujet. Commençons notre tour d'horizon par la page Projet, qui est la page d'accueil de l'outil pour introduire les premiers concepts. Voici la page d'accueil du projet. Vous pouvez vous l'approprier en la décorant aux couleurs de votre société ou du projet. Cette vue contient des objets statiques de décoration et des objets fonctionnels. Au centre de l'objet, ici, le projet, dont voici son formulaire. J'ouvre le formulaire comme ceci. Nous verrons par la suite que tous les types d'objets possèdent un formulaire spécifique et paramétrable. Ici, je vais lister le nom des attributs, le nom du projet, la version, le propriétaire, des attributs de suivi pour le statut, qui l'a vérifié, la date de vérification, un résumé, ici la date d'objectif et la date de livraison. On aurait pu aussi rajouter, par exemple, un attribut pour le coût ou le budget. D'autres attributs peuvent être mis dans des onglets différents. Ici, il n'y a pas de limitation. Là, nous avons la description. Ici, nous avons les responsabilités et les heures. Je reviens sur l'onglet principal et je ferme le formulaire Return. Sur cette fenêtre, les autres icônes représentent des liens. Ici, pour la publication de rapports de gestion des exigences. Et ici, du rapport de conception système, SysML. Là, l'édition de tableaux de bord prédéfinis. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. En fait, Envision est un méta-outil, c'est-à-dire un outil pour concevoir des outils graphiques. Cela veut dire concrètement que l'administrateur d'Envision a la possibilité de redéfinir le modèle SysML dans son intégralité. Ceci est pratique pour mettre à jour gratuitement des nouvelles versions de SysML. Pour des questions de durée, cette fonction importante n'est pas à l'ordre du jour dans cette vidéo. Poursuivons notre parcours des différentes vues SysML et commençons logiquement par les exigences du projet. Pour accéder à la vue des exigences, je clique sur l'objet projet et choisis Requirement, comme ceci. La gestion d'exigences est une nouveauté dans cette version de SysML. Voici une vue d'exigence pour notre exemple, une minuterie avec temporisation et à commande vocale. Ici, nous avons modélisé avec un éditeur spécifique la structure des exigences avec des connecteurs appelés containers et dependency. J'ouvre le formulaire d'une exigence, comme ceci. Le format des exigences est conforme à la norme OMG. Nous y avons ajouté des éléments de gestion tels que la priorité et le risque, ainsi que des informations collaboratives de statut et de rôle.
Nous pouvons enrichir la définition d'une exigence en ajoutant d'autres attributs à votre convenance et à tout moment. Je referme le formulaire. Nous avons la possibilité de gérer la complexité du diagramme avec la notion de package d'exigences, ici vers des exigences normatives. Il n'y en a qu'une seule. Je reviens à la vue précédente, comme ceci. Nous pouvons également associer à une exigence particulière un futur bloc dont dépendra sa réalisation, ici. En résumé, la gestion des exigences dans SysML est très simplifiée, contrairement à la gestion classique des exigences avec par exemple l'outil Envision Requirement. Il est clair que nous pouvons l'enrichir à tout moment avec le méta-outil. Ensuite, et avant d'étudier la conception système, nous allons regarder les vues propres aux classes, à peu près équivalentes aux vues UML. Commençons logiquement par les cas d'utilisation SysML. Cette vue va nous permettre d'introduire l'éditeur de diagrammes approprié comme ceci. Je double-clique sur l'objet projet et sélectionne Use Case. Voici un exemple simple en anglais mais qui pourrait être en français de cas d'utilisation pour notre exemple de minuterie. Il comprend 2 acteurs humains, ici. 4 cas d'utilisation et, pour la minuterie, et un acteur non humain. Chaque cas est spécifié avec un formulaire contenant des attributs customisables, comme celui-ci. J'ouvre le formulaire. Le nom, la description, d'autres attributs, par exemple des préconditions, des post-conditions, et aussi des exceptions. Ouais, je ferme le formulaire. Contrairement à UML, un cas d'utilisation SysML ne peut être défini qu'avec un seul type de sous-vue, un diagramme de séquence. Je double-clique ici sur ce cas d'utilisation et nous arrivons dans un diagramme de séquence. Il permet de définir le séquencement des activités et des messages entre les objets et les acteurs. Il est possible de modéliser le concept de fragment, ici, de différents types. Ici, une boucle. Nous avons aussi la possibilité de modéliser d'autres scénarios, comme ici avec un package pour la version à commande vocale. Je double-clique, voici la version à commande vocale. Je reviens vers le parent, comme ceci, et je remonte encore à nouveau pour revenir au cas d'utilisation. Afin de montrer succinctement l'éditeur de modèle, ce n'est pas le but principal de ce film, je vais créer un nouveau cas d'utilisation nommé maintenance. Comme ceci, je m'approprie le diagramme. Voilà, je vais sélectionner, ici je vais faire un peu de place, je vais sélectionner mes cas d'utilisation, je vais réduire un peu leur taille sur un groupe, comme ceci. Voilà, et maintenant je vais créer ici avec l'éditeur un nouveau cas d'utilisation que je viens placer ici, dans le switch. Vous voyez qu'il est en rouge, cela veut dire qu'il est en erreur, il a besoin d'être associé, et ici je vais utiliser une association pour l'associer à un acteur. Le fait de l'associer supprime l'erreur. Je vais maintenant lui donner un nom, puisque le use case ce n'est pas son nom, c'est son type. Pour lui donner un nom, je vais taper maintenance, mais je vois que déjà dans la base de données, le mot maintenance existe. Donc je vais le sélectionner, c'est bien pratique. Je clique sur OK, et maintenant, nous avons un nouveau cas, maintenance. Créons maintenant un diagramme de séquence pour ce cas d'utilisation. Je double-clique sur le cas d'utilisation, comme ceci. Il crée une vue vide. Nous pouvons naturellement et manuellement éditer le séquencement, mais il peut être plus efficace d'utiliser un template prédéfini comme ceci. Ceci peut être automatisé. Je vais ici dans l'onglet, dans le menu Template, et je sélectionne Load Diagramme. Une fenêtre apparaît qui contient tous mes templates. Je peux en créer autant que je le souhaite à n'importe quel moment. Ici, j'en ai 2. J'en ai un avec 3 acteurs et un avec 2 acteurs. Je sélectionne celui-ci. Voilà. Mon cas d'utilisation possède maintenant son propre diagramme de séquence que je peux adapter au contexte. Cette démarche est générale. Elle sera exactement la même pour toutes les autres vues du projet, ce qui facilite la mémorisation des commandes. Nous en avons fini avec les cas d'utilisation. Continuons notre visite avec la vue de définition des classes.
Depuis la vue projet, je double-clique sur l'objet projet et sélectionne classe diagramme, comme ceci. Nous arrivons dans une vue importante, la vue logique, avec des classes et un package qui nous permet de créer autant de diagrammes de classes que nécessaire et ainsi de gérer une certaine forme de complexité du projet. On voit que les classes affichent des attributs et des opérations. Caractérisées, dans cet exemple, elles sont reliées entre elles par des associations et des généralisations. Une classe peut être modélisée avec 5 types de sous-vues. Je double-clique ici sur la classe UserDialog. La vue des attributs pour définir ces attributs, classe ActivityDiagram pour modéliser l'enchaînement des actions de la classe, classe StateMachineDiagram pour modéliser le comportement dynamique de la classe, Nested pour définir une classe dans une classe, et enfin Opération pour définir ces opérations et leurs paramètres. Regardons très brièvement les diagrammes les plus importants d'activité et d'état. Je sélectionne ici classe ActivityDiagram. Voici un exemple de diagramme d'activité. Je vous laisse le regarder un instant. Et comme je viens de le dire, c'est très bref, compte tenu de la durée de cette vidéo. Je reviens au niveau des classes, comme ceci. Je reviens au diagramme du dessus. Et maintenant, je sélectionne dans la classe Switch la vue Class State Machine Diagram. Ici, un exemple simpliste de diagramme d'état. Un état peut être décomposé avec un sous-diagramme d'état. Ce n'est pas le cas dans cet exemple. Je reviens à nouveau au diagramme de classe, comme ceci. Nous allons profiter de cette vue pour présenter l'intérêt d'utiliser un bac à sable lors d'essais d'amélioration du produit. Nous pourrons alors apporter des changements sur ce diagramme en utilisant toutes les fonctions générales offertes par l'outil, mais sans modifier le projet lui-même. Un bac à sable est utile, par exemple, pour permettre à une personne de prendre le contrôle du bac afin d'y apporter des propositions de modification en toute sécurité, alors que d'autres personnes travaillent actuellement sur d'autres parties du projet. Bien évidemment, si le travail effectué dans le bac à sable est validé par la bonne personne, alors il peut facilement être promu en version courante. Pour illustrer cette fonctionnalité, je vous propose de modifier ce diagramme sans perturber la version actuelle du projet. Les modifications se feront off base de données, tout en étant transparent pour l'utilisateur et avec toutes les fonctionnalités de modélisation et de traçabilité de l'outil. Nous sommes maintenant prêts pour créer un bac à sable. Je peux créer une nouvelle vue dans le bac à sable, mais ici je souhaite utiliser la vue courante. Je crée donc un bac à sable depuis ce diagramme de classe, comme ceci. Depuis le menu Home, je sélectionne New Diagram, Open 40 diagrammes in Sandbox. Voilà. Ayant le rôle de designer, je peux maintenant le modifier sans danger. Observez l'onglet du bac à sable, ici, de couleur sable, évidemment, pour le différencier des autres vues. Je rajoute une classe existante dans la base de données, une classe CDialog. Je vais dans Drawing, ici, une classe que je positionne ici. Je peux le déplacer un petit peu, et je lui donne un nom, CDialog, qui se trouve déjà dans la base de données, puisque c'est une librairie. Voilà, je valide. La classe apparaît dans ma vue. Je vais maintenant la relier à une autre classe avec une généralisation, comme ceci, depuis la classe UserDialog vers CDialog. Ainsi, la classe UserDialog hérite des propriétés de la classe CDialog. La classe s'affiche en vert car son stéréotype est de type lib pour librairie. La modification terminée, je peux sauvegarder le bac à sable dans un fichier spécifique dans le répertoire du projet en cliquant ici. Ici. Je le nomme Sandbox Switch Modifier version 4, puisque j'ai déjà d'autres versions. Je clique sur OK et j'enregistre.
Maintenant, supposons que je souhaite promouvoir le contenu du bac à sable en version courante. Alors voilà comment procéder. Je ferme le bac à sable, qui a d'ailleurs changé de nom, puisqu'on vient de lui donner un nom. Je ferme, et je reviens dans ma vue d'origine, ici. Je m'approprie la vue, en faisant un check-out ici, et je supprime tout ce qu'il y a dans la vue. Voilà. Maintenant, je vais dans le menu Design, Diagramme Template, l'autre diagramme template, et je peux voir ici tous mes bacs à sable. Je vois ici que j'ai le bac à sable V4, je le sélectionne, double-clic, je valide, et voilà, mon diagramme a hérité de ce qu'il y avait dans le bac à sable. Le contenu du bac à sable devient donc la version courante que je peux enregistrer dans le projet. Mais encore faut-il que cette nouvelle version soit approuvée par le responsable du projet. Regardons comment cela se passe dans la prochaine section. Après avoir fait les modifications, j'enregistre le diagramme avec un checking, comme ceci. Une fenêtre me demande de confirmer les modifications. Je sélectionne Submit for Approval. Je n'ai pas le choix. Autrement, j'annulerai tout simplement les modifications et reviendrai à l'état original. Dans ce cas particulier, et parce que nous avons effacé tout le contenu pour le remplacer par le bac à sable, tous les objets sont entourés de jaune, indiquant une modification globale. Ici, l'onglet affiche l'état du diagramme en bleu. Pending for Approval, en attente d'approbation. Pendant toute la période d'attente, l'objet ou le diagramme est signalé bloqué et ou affiche un sablier. Pour le besoin de cette démonstration, j'ai le rôle d'approbateur. J'ai donc accès à la liste des objets et des diagrammes en attente d'approbation, ici dans l'explorateur. Je vais dans l'onglet Pending Approval. Là, j'ai la liste des objets en haut et des diagrammes en bas, ici, en attente d'approbation. Je sélectionne le diagramme que nous avons modifié. Je pourrais l'approuver, ici, ou le rejeter. Mais pour m'aider à prendre la décision, j'aimerais connaître, dans un premier temps, j'aimerais être aidé pour comparer la version en attente d'approbation avec l'original. Comme ceci. Je clique ici, et je sélectionne Original. Voilà, je peux naviguer dans les deux versions, et je vois que dans la version actuelle, eh bien, il y a une classe en plus. Cela me paraît correct. Mais avant d'approuver définitivement, je voudrais vérifier l'impact du changement sur l'ensemble des autres vues du projet. Ici, par exemple, quel serait l'impact si la classe The Switch Application était modifiée? C'est celle-ci. Je sélectionne cette classe, et puis j'utilise la commande Show Where Use, ici. Je vais dans l'explorateur. En vision affiche dans un nouvel onglet toutes les vues où cette classe aura un impact. La vue courante, ici, en bleu, et aussi une autre vue, ici, que je peux visualiser comme ceci. C'est la vue du contenu du composant Control Unit. Observez que la classe en question est entourée de jaune afin de l'identifier plus facilement. Je retourne à la vue des classes, ici. Je pourrais laisser un commentaire pour l'approuver. Je retourne dans Pending ici et je peux l'approuver, laisser un commentaire ou la rejeter. À noter que le workflow de gestion des approbations peut être désactivé totalement ou partiellement en fonction du projet afin de diminuer temporairement les contraintes d'approbation. Voilà, j'approuve les modifications. Nous sommes prêts maintenant pour passer à une autre fonction importante de l'outil, la création de versions et de baseline. La notion de baseline est une généralisation du concept de gestion de configuration.
Cette fonctionnalité est très utile pour archiver de multiples configurations des versions du projet. Cela permet de revenir rapidement et facilement à des états antérieurs, de servir de base pour créer de nouvelles fonctionnalités, d'où le mot baseline, de gérer des variantes ou de reconfigurer totalement une instance d'un projet pour un nouveau besoin. Dans le cadre de l'outil Envision, la gestion de baseline est à deux niveaux. Au niveau des diagrammes, de leur hiérarchie et de leur historique, et au niveau des objets qui composent ces diagrammes, de leur hiérarchie et aussi de leur historique. Vous pouvez créer autant de baselines que vous le souhaitez, car celles-ci sont enregistrées dans la base de données. Avec Envision, il ne faut pas confondre la gestion de baseline avec une autre fonctionnalité importante de l'outil qui est l'archivage automatique de toutes les modifications sur les diagrammes ou sur les objets. Cette dernière fonctionnalité, complémentaire de la précédente, peut être éventuellement désactivée si nécessaire. Créons une nouvelle baseline de ce diagramme modifié comme ceci. Depuis le menu Design Diagram Tools, ici, Design, Diagram Tools, je clique sur Create Diagram Baseline. Je l'appelle Switch. Version 5. Et je clique sur OK. Je vais rafraîchir l'explorateur, ici. Et je vois apparaître ici ma nouvelle baseline. Ceci nous permettra plus tard de comparer les baselines comme ceci. J'affiche les deux versions de la baseline différentes. Donc ça, c'est la baseline actuelle, c'est les actuelles, et ça, c'était la baseline d'origine. Je peux naviguer et comparer les deux versions. Je vois que dans l'original, il y a bien une classe en plus. Cela me paraît correct. Les différences sont affichées en rouge quand il s'agit de comparer deux baselines entre elles, et en vert lorsque je compare avec l'original. Il est facile de revenir à une version antérieure. Essayons de revenir maintenant, je vais fermer celle-ci. Essayons de revenir à la version antérieure qui est Timeline Switch version 1. Je clique ici, je fais Restore Archive Diagramme. On me demande si je suis sûr de vouloir restaurer l'archive. Je clique sur oui, et voilà, l'archive est restaurée. Ceci termine la description des baselines. Il est temps de passer au chapitre suivant, la gestion des événements. La gestion d'événements se fait avec les fonctions de rappel Reminder en anglais. Voyons comment cette fonctionnalité stratégique va vous informer en vous envoyant automatiquement des messages par mail pour vous aider à réagir rapidement suite à l'arrivée d'événements importants et divers sur le projet. Par événement, nous entendons par exemple des actions spécifiques de parties prenantes sur des objets du projet, d'arrivée ou de dépassement d'échéance, d'arrivée de mise à jour d'éléments externes, par exemple une nouvelle mouture d'exigence, de nouvelles normes. D'autres types d'événements comme le dépassement de coûts, de durée ou d'efforts, entre autres, font partie des événements qu'il est possible de gérer. Il existe deux types de rappels. Rappel sur événements sur des objets, rappel sur l'arrivée de fichiers externes, modifiés et liés aux objets du projet. Lançons maintenant la surveillance des événements prédéfinis pour ce projet. Depuis le menu Envision, ici, je sélectionne Tools, Execute Reminder, Execute All Reminder. C'est fait. Il est possible de lancer cette fonction en batch, par exemple tous les soirs à 18h. Je peux maintenant ouvrir ma boîte aux lettres Outlook. Comme ceci. Je vais demander à la rafraîchir. Voilà. Et je viens de recevoir 4 emails que j'ouvre. Ici, des emails concernant les exigences et ici concernant la date de livraison qui est dépassée, des types différents. J'ai 3 exigences qui sont concernées par une mise à jour d'un document et j'ai ici une information qui me dit que la date de livraison du projet est dépassée. Veuillez argumenter. Bien sûr, le contenu de ces emails est paramétrable. C'est du texte avec des variables du projet. Je retourne maintenant dans Envision.
et j'ouvre le formulaire dans Vision. Ceci est possible car dans cet exemple, l'objet projet possède un attribut objectif date et un attribut delivery date. En Vision, on détecte le dépassement de date. Voilà, nous en avons terminé avec les événements. Regardons rapidement les autres vues afin de vérifier la conformité de l'outil avec SysML 1.6. Cette présentation étant déjà longue, nous ne ferons qu'une simple visite des autres vues SysML. Il est toujours possible de demander une démonstration détaillée du produit. SysML 1.6 comprend, en plus des vues précédemment étudiées, la vue des composants, la vue de contexte, qui comprend le diagramme d'activité, le diagramme d'état transition, le diagramme de définition des blocs, qui lui-même contient le diagramme de définition des contraintes, ainsi que le diagramme interne des blocs. Ce dernier contient enfin le diagramme paramétrique. Je vais commencer par la vue des composants. Je clique sur l'objet projet et je sélectionne Component Diagramme. Voici la vue des composants version 1.6. Elle permet de structurer le développement avec des packages, des composants, des sous-programmes et des éléments de code. Les composants contiennent des classes et sont reliés entre eux par des interfaces. Voici les classes. Je reviens au niveau de la vue des composants. Je remonte au niveau parent, encore une fois, et je sélectionne la vue contexte. Ici, la vue SysML Context Diagram exprime, avec des blocs, l'environnement du système dans une situation donnée. Ici, c'est Design Phase. Elle permet de définir la frontière de l'étude et de préciser la phase du cycle de vie dans lequel on situe l'étude. Elle représente les acteurs associés au bloc, avec des connecteurs qui modélisent des agrégations et des compositions. N'oubliez pas que nous sommes dans un environnement orienté objet. Passons à la prochaine vue. Je clique sur le bloc Switch, ici. Et je sélectionne Block Activity Diagram. Les diagrammes d'activité, ici pour un bloc, est un diagramme comportemental permettant de représenter le déclenchement d'événements en fonction des états du système et de modéliser des comportements parallélisables. Le diagramme d'activité est également utilisé pour représenter un flux de travail. Passons à la vue suivante. Je remonte. Ici. Et je sélectionne Block State Machine. Le diagramme décrit les transitions entre les états du système et les actions que le système ou ses parties réalisent en réponse à un événement. Je remonte aux parents, comme ceci, et je sélectionne Block Definition. Un diagramme de définition de bloc permet d'exprimer la structure du système, d'un sous-système ou d'un composant. Les blocs peuvent représenter des entités physiques ou logiques. Ils sont décomposables, ils peuvent posséder des propriétés et un comportement. Ils permettent aussi de représenter des flux mécaniques. Je clique sur le bloc Switch, ici, et je sélectionne la vue Internal Block Diagram. Le diagramme de bloc interne modélise la structure interne d'un bloc. Il décrit les flux et interactions entre ces blocs qui caractérisent les fonctions. Je clique ici sur Block Timer et je sélectionne la vue Parametric Diagram. Le diagramme paramétrique est une vue SysML qui permet de visualiser l'ensemble des contraintes qui relient les paramètres entre eux. L'intérêt premier de ce diagramme est de réfléchir sur les différents paramètres qui doivent être configurés sur le système. Le deuxième est de servir d'appui à la réalisation d'une simulation qui pourrait montrer l'influence des paramètres les uns sur les autres et ainsi valider les paramètres du système. Nous avons vu toutes les vues du modèle SysML 1.6. Passons maintenant à la génération d'un rapport.
Dans ce projet, nous avons créé un rapport d'exigence et un rapport de conception pour être exporté vers Word. Le cas échéant, la sortie peut être vers Excel. Ici, les deux documents. Je clique d'abord sur l'icône rapport d'exigence 6ML, celui-ci. J'ouvre le formulaire. Le formulaire est un peu lourd, voilà, et je génère le document. Je valide, comme ceci. Après l'extraction des données, qui sont très rapides, Envision ouvre le document généré sous Word. Il contient une première page, ici, qui peut être au format de l'entreprise avec en-tête, pied de page, signet, lien hypertexte, table d'approbation, des évolutions de distribution interne et externe, une table des matières et des figures, etc. La numérotation des chapitres est automatique, avec insertion du chapitrage et utilisation des styles de l'entreprise pour le formatage du texte. Le contenu du document contient les exigences 6ML du projet. Voilà la vue des exigences et la description des exigences sous forme de tableau. Je ferme Word, comme ceci. Je ferme la fiche de spécification et je clique sur Rapport 6ML. Le formulaire s'ouvre et je génère le document. Comme ceci. À nouveau, la génération est rapide. Word s'ouvre. Ce document contient toutes les données du projet. Ici, vous avez la diagramme de classe. Ici, vous avez un diagramme état-transition. Ici, vous avez deux diagrammes d'activité. Ici pour les classes et ici pour un composant. Là, vous avez la vue des composants. Là, c'est pour un bloc, pardon. Là, c'est la vue des composants. Vous avez aussi la vue des cas d'utilisation, comme ceci, avec différents paramètres qui sont affichés. La vue des composants, la vue des cas d'utilisation comprend les différents diagrammes de séquence, tels que vous pouvez les voir ici. Il y en a quelques-uns. Et puis ici, nous arrivons à la vue de contexte. Là, c'est la vue des risques, c'est la vue des blocs de définition. Là, c'est le diagramme paramétrique. Et enfin, on termine le document avec un chapitre pour document de référence et terminologie. Rappelons que le document généré est complet et à jour, et ceci dans un environnement multi-utilisateur. Comme pour UML, Envision 6ML est aussi capable de générer des fichiers de déclaration et de définition du code à partir des diagrammes de classe et de composants. Ceci n'est pas modélisé dans ce projet. Passons à l'utilisation de tableaux de bord. Dans ce projet, nous avons défini 6 types de tableaux de bord. Bien sûr, chaque partie prenante peut très facilement créer ses propres tableaux contenant les données spécifiques à son rôle. Je vais cliquer successivement sur les 6 tableaux. Le premier, celui-ci, affiche le statut des exigences avec des codes de couleur. Je ferme. Le deuxième, ici, il est simple. Il affiche simplement la définition des classes. Je le ferme. Ce troisième tableau est hiérarchique. Il montre la structure des classes. Ici, si je prends Light ou Switch, par exemple, eh bien, je peux voir les attributs et les opérations de cette classe. Je ferme le tableau. Maintenant, passons au bloc. Le premier bloc, ici, le premier tableau, montre le référentiel des blocs, toujours avec des codes de couleur. Je ferme. Ce tableau-ci montre la structure des blocs. Comme tout à l'heure, il suffit simplement d'ouvrir les blocs pour pouvoir rentrer dans le bloc lui-même. C'est donc un tableau hiérarchique. Je ferme. Enfin, le dernier tableau, un peu particulier, affiche les relations entre les blocs et facilite la navigation vers les vues correspondantes, comme ceci. Je prends le timer, je double-clique, et il m'envoie dans une vue où il y a un timer, ici, par exemple. Ces tableaux sont dynamiques, c'est-à-dire que l'on peut modifier les données directement dans le référentiel du projet.
Pour faciliter la lecture, l'utilisateur peut y appliquer des filtres multiples ainsi que des codes de couleurs conditionnels. Les fonctions de traçabilité et de navigation sont aussi disponibles depuis ces matrices. Et voilà, cette présentation d'Envision SystemL est terminée. Il est temps de résumer ce que nous avons appris durant cette vidéo. En résumé, lors de cette présentation, nous avons pu vérifier la compatibilité de l'outil avec la version 1.6 de SysML en naviguant dans les vues. Nous nous sommes concentrés sur l'aspect collaboratif où nous avons pu apprécier l'utilisation d'un bac à sable. Nous avons aussi apprécié les aides apportées à certains rôles pour la gestion des approbations et le suivi des impacts suite à des modifications. Ensuite, nous avons abordé la gestion des baselines. Comme nous l'avons vu, elle offre des possibilités intéressantes de configuration et d'archivage. Puis nous avons vu comment la gestion des rappels permet d'être informé immédiatement et de prendre des décisions argumentées. Nous avons produit automatiquement des rapports personnalisés, complets et à jour au format de l'entreprise qui permet à vos ingénieurs de consacrer la totalité de leur temps à des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et pour terminer, nous avons analysé les données du projet dans des tableaux de bord dynamiques et personnalisés. Après cette présentation qui était un peu longue, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre intérêt et votre attention. Nous espérons vous avoir convaincu. Merci et à bientôt sur cette même chaîne pour une prochaine vidéo de nos solutions d'ingénierie.